50 ans après les émeutes de Stonewall, que doit le monde aux militants LGBT à 2 jours de la Gay Pride? Nous sommes en compagnie d'Éric Fassin. Bonjour, vous êtes sociologue, professeur à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, département de sciences politiques et département d'études de genre. On vous doit notamment le populisme, le grand ressentiment, publié aux éditions Textuelles. Peut-être nous rappeler ce qu'ont été ces émeutes de Stonewall, Éric Fassin. Bonjour. Eh bien, d'abord, ce qui est frappant, c'est que un événement apparemment marginal soit devenu un mythe fondateur pour le mouvement LGBT. Une nuit, c'est-à-dire la nuit du 28 juin 1969, on a ce qui est habituel, un raid de la police dans un bar dans le village à New York. C'est un bar miteux qui est tenu par la mafia parce que à l'époque, l'homosexualité n'a pas droit de cité. Par exemple, les hommes n'ont pas le droit de danser ensemble, ils n'ont pas le droit de se toucher, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce bar? La même chose que d'habitude, sauf que là, les clients n'acceptent pas les brutalités, n'acceptent pas les humiliations. Et il se trouve que ces clients, c'est un peu n'importe qui, si l'on peut dire. C'est-à-dire que c'est pas du tout la bourgeoisie, c'est plutôt tous les laissés pour compte de l'homosexualité respectable. Ça peut vouloir dire en termes raciaux, c'est-à-dire qu'il y a des noirs, il y a des hispaniques et il y a des blancs, mais ça veut dire aussi en termes de classe, c'est-à-dire que c'est vraiment très populaire, et en particulier parce que c'est un bar miteux, donc où il n'y a même pas l'eau courante pour laver les verres. Et enfin, ce sont des laissés pour compte dans la mesure où ce ne sont pas les gens présentables. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce qui s'était joué dans les années 50 autour des mouvements homophiles comme la société Mattachine, c'est-à-dire une vision très présentable, très respectable de l'homosexualité. Là, ça peut être des travestis, ça peut être des lesbiennes butch, ça peut être des personnes trans, ça peut être des travailleurs, travailleuses du sexe. Bref, c'est pas des gens présentables. Et simplement, ils vont plus accepter. Et les violences pendant la nuit, elles vont durer pendant plusieurs jours, et ça va être une sorte de prise de conscience que, au fond, les homosexuels ne sont pas obligés de subir, qu'ils peuvent aussi réagir, qu'ils peuvent aussi se battre, et que, après tout, s'il y a déjà eu un mouvement des droits civiques, s'il y a déjà eu un mouvement des femmes, il peut très bien y avoir aussi un mouvement de libération des homosexuels. Comment s'inscrit-il dans un contexte plus général aux États-Unis de lutte pour les droits civiques, Éric Fassin? Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on pense au mouvement noir, donc au mouvement des droits civiques, on laisse de côté l'homosexualité, même s'il y a une figure comme James Baldwin qui a joué un rôle très important. Rappelez-nous. James Baldwin, qui est un écrivain et qui va, par exemple, qui est au centre du film I Am Not Your Negro, je ne suis pas votre nègre. Ce film de Raoul Peck rappelait la centralité de James Baldwin à côté de Martin Luther King, à côté de Malcolm X, etc. Et ce critique de l'oppression raciale, il était par ailleurs homosexuel et ouvertement, et tout le monde le savait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'articulation entre le mouvement homosexuel et d'autres mouvements, c'est toujours un enjeu. Est-ce que, en quelque sorte, on considère qu'il y a une seule vraie question, par exemple la question raciale, et qu'à ce moment-là, parler d'homosexualité, c'est distraire des vrais enjeux? Ou bien est-ce qu'on considère qu'il faut articuler, faire des liens entre les différentes questions de domination? La question se pose pour le mouvement noir, mais elle se pose aussi pour le mouvement homosexuel. Est-ce que le mouvement homosexuel doit parler seulement d'homosexualité, ou bien est-ce qu'il peut parler, par exemple, d'immigration? Mais dans les deux cas, il s'agit de réclamer des droits, notamment le droit à l'égalité, Éric Fassin. Tout à fait. C'est d'abord l'égalité, c'est aussi en même temps la liberté, tout simplement, c'est-à-dire la liberté de vivre sa vie. Et c'est pas seulement des droits au sens juridique, parce que ça touche aux normes. En fait, si on dit laissez-nous vivre, ça veut dire laisser les gens vivre, quelle que soit leur manière de vivre, pour peu que, bien sûr, ils respectent les lois, etc. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une norme, il n'y a pas une manière de vivre. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une manière de vivre qui serait la manière hétérosexuelle, mais à l'intérieur même de ce qu'on peut appeler de manière un peu problématique la communauté LGBT, il y a différentes manières de vivre. Et à nouveau, et encore aujourd'hui, c'est ça la question,
est-ce que tout le monde est présentable ou pas? Ou bien est-ce qu'il doit y avoir aussi une norme au sein même de la communauté LGBT? Mais ce qui veut dire que finalement, cette histoire, alors qu'on peut raconter en expliquant qu'il y avait finalement des luttes de classe, des luttes de race et ensuite des luttes d'orientation sexuelle ou en tout cas une revendication pour l'une d'entre elles, elle peut s'inscrire aussi finalement dans une conquête de la modernité qui peut être définie justement comme l'absence de définition du bien. C'est-à-dire que chacun peut mener sa vie comme il l'entend dès lors, comme vous l'avez dit, qu'il ne nuit pas à la vie d'autrui. Et justement, lorsqu'on découvre les lois qui étaient en vigueur à l'époque de Stonewall, donc il y a 50 ans, pas il y a 2000 ans, par exemple, l'obligation de porter 3 vêtements de son sexe, qui est quand même une loi absolument inouïe. Effectivement, ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est la remise en cause de tout un modèle qui était celui de l'après-guerre. Et l'après-guerre, eh bien, c'est le retour à la normale. Les femmes doivent rentrer à la maison. Et donc, il est important d'affirmer un ordre parfaitement séparé entre les sexes. Bien sûr, les hommes et les femmes sont censés être hétérosexuels, habiter ensemble, faire des enfants ensemble, etc. Mais à condition d'avoir des rôles complémentaires, l'homme au travail, la femme à la maison. Donc ça participe pas seulement d'un ordre homophobe, mais d'un ordre sexuel en général et sexiste en particulier, et qui est un ordre social tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces questions d'homosexualité, elles concernent non seulement une minorité, c'est-à-dire les personnes dont la sexualité est jugée déviante, mais ça concerne tout le monde, parce que ça touche à la norme. Et l'ordre sexuel, c'est l'ordre social. Oui, mais justement, parce que l'idée qui consiste à dire finalement, la modernité, c'est la liberté pour chacun de vivre comme il l'entend. Alors c'est à la fois quelque chose qui est très discuté aux États-Unis, où il y a beaucoup de questions morales qui finalement s'imposent aux autres. Quand on dit par exemple que la question de l'avortement, que la question y compris de l'homosexualité est une question qui n'est pas tranchée, c'est moins vrai en France. On en parlait il y a quelques jours sur cette antenne, puisqu'il était question de l'enquête des valeurs qui a été menée en France et en Europe, et on voit que finalement en France, on considère beaucoup plus que la tolérance en matière de mœurs doit prévaloir. Je crois que, en fait, ce qui vient de se passer, non pas à l'époque de Stonewall, mais depuis, et en particulier avec toutes les batailles autour du mariage homosexuel, du mariage pour tous, du mariage égalitaire, eh bien, c'est plus seulement la tolérance. La tolérance, au fond, c'est considérer que j'aime pas, mais après tout, ils ont bien le droit. La question de la reconnaissance, c'est tout à fait autre chose. Il ne s'agit pas de reconnaître la communauté homosexuelle, mais de reconnaître le fait qu'il n'y a pas une hiérarchie a priori entre les modes de vie. Et en particulier, c'est ça l'ébranlement de la norme. L'ébranlement de la norme, c'est le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens ont accepté l'idée qu'il n'y a pas de raison de dire que l'hétérosexualité, c'est mieux. On peut être hétérosexuel, on peut être homosexuel, on peut avoir des pratiques sexuelles tout à fait différentes, mais ça n'est pas une valeur en soi. C'est ça qui change. Alors bien entendu, il n'y a pas consensus. Et il y a une réaction très forte. Et je crois qu'aujourd'hui, la différence peut-être avec l'époque de Stonewall, c'est que à l'époque, lorsqu'on est homophobe, eh bien c'est la norme d'être homophobe. Aujourd'hui, c'est un enjeu politique. Il y a une politisation de l'homophobie qui est vraie en France, on l'a vu avec la Manif pour tous, mais qui est vraie aussi au Brésil, qui est vraie un peu partout dans le monde. Pourquoi au Brésil ? Au Brésil, on sait que le président Jair Bolsonaro, il a été élu pas simplement par sa critique du Parti des travailleurs, mais en jouant sur le sexisme, sur le racisme, de manière très explicite, mais aussi sur l'homophobie. Par exemple, il avait lancé toute une campagne qu'il a fait connaître sur le kit gay. Le kit gay, c'était un peu l'équivalent de ce qu'on a raconté en France en disant qu'on allait enseigner aux enfants la masturbation à l'école, etc. Il a prospéré politiquement grâce à cette rumeur d'un kit gay qui serait distribué dans les écoles et qui permettrait en quelque sorte de diffuser l'idéologie du genre. Et on voit ici que toutes les campagnes contre le genre, contre les études de genre, contre le gender, comme disent ses adversaires catholiques, évangéliques et autres, eh bien, ce sont des campagnes, entre autres, contre l'homosexualité. C'est une manière de parler de l'ordre des sexes, la place des hommes et des femmes, mais aussi de l'ordre sexuel, la place de l'hétérosexualité et de l'homosexualité.
On va revenir là-dessus, Éric Fassin, mais au-delà de la question donc qui se pose en France, aux États-Unis, au Brésil, il y a une question d'internationalisation aujourd'hui, à la fois de la lutte contre l'homophobie, mais aussi des situations qui sont quand même des situations très diverses en fonction des pays. Alors je crois qu'effectivement, on ne peut plus seulement parler d'un pays qui serait un pays phare, les États-Unis. Bien sûr, Stonewall, c'est parti de là, et donc, à certains égards, ça a servi de modèle pour penser la libération homosexuelle dans beaucoup d'autres pays. Dès 1970, on a une marche des fiertés à New York, mais aussi dans d'autres villes des États-Unis, et dès l'année suivante, en France et ailleurs. Donc ça sert de modèle. Mais aujourd'hui, c'est plus seulement les États-Unis, c'est un peu partout. On s'aperçoit, alors ça a été d'abord à l'initiative du Vatican, qui s'est engagé dans cette croisade, mais d'autres mouvements religieux comme les évangéliques ont repris cela, mais aussi d'autres mouvements qui ne sont pas religieux du tout, qui sont laïques, qui reprennent toute cette bataille, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une internationalisation du mouvement homosexuel qui va se mêler de ce qui se passe dans d'autres pays. Par exemple, on a eu au début des années 2000 une mobilisation internationale du mouvement gay contre ce qui se passait en Égypte, c'est-à-dire des violences homophobes d'État, avec le Queen Boat qui était l'objet de persécutions. Mais on a en face non seulement une internationale gay, mais aussi une internationale homophobe. L'international homophobe, aujourd'hui, ce sont des gens qui, dans toutes sortes de pays, utilisent la question sexuelle en général, c'est-à-dire la place des femmes, mais aussi la place de l'homosexualité, qui utilisent donc la question sexuelle, souvent avec le mot gender ou le mot genre comme drapeau, en quelque sorte, pour défendre un programme politique réactionnaire, c'est-à-dire pour dire il faut revenir en arrière, il est important d'en finir avec tous ces changements. Les pays qui sont les plus en pointe en matière d'homophobie sont aujourd'hui des pays qu'on pourrait classer parmi des théocraties musulmanes? Alors, effectivement, il est clair que certains pays qui se revendiquent de la religion en général sont homophobes. Et la religion joue un rôle important, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la religiosité, c'est que la religion est un langage politique. Aujourd'hui, c'est une manière de penser une opposition entre un monde moderne, avec des droits individuels, et le retour à un monde ancien qui serait fondé sur l'ordre des choses. Donc, de ce point de vue, ça n'est pas une religion, c'est les religions. Mais ce n'est pas seulement les religions, puisque, encore une fois, les religions peuvent servir de langage pour penser toutes les inégalités. Je crois que... Mais aujourd'hui, malgré tout, sauf erreur de ma part, Éric Fassin, les pays qui sont aujourd'hui les plus durs, je pense par exemple à l'Arabie Saoudite ou à l'Égypte que vous venez d'évoquer, on a affaire à des idéologies d'État qui sont structurées autour de la religion musulmane. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres cas pour d'autres religions. Encore une fois, le Brésil, avec les évangéliques, est un exemple important. Mais si on regarde aussi ce qui se passe en Russie avec l'Église orthodoxe, ça n'est pas sans importance, ou bien avec la Pologne pour l'Église catholique, donc ça n'est pas absent. Je crois qu'il ne faudrait pas réduire à l'islam. Et une des raisons pour lesquelles c'est important, à mes yeux, de le souligner, c'est qu'il est très tentant de penser que l'homophobie, c'est les autres. C'est les autres dans d'autres pays, ou bien c'est les autres dans notre société. Et on se représente que ce serait plutôt les banlieues, par exemple. Or, en réalité, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir une marche des fiertés à Saint-Denis, qui a été animée, entre autres, par des étudiants de mon université, Paris 8. Et cette marche des fiertés, elle est importante parce qu'elle permet de contredire un discours qui s'était un peu imposé. On avait tout le temps l'impression que d'un côté, il y avait des gens modernes, émancipés, nous, et qu'en face de cela, il y avait des gens réactionnaires, homophobes, eux, en termes de classe, en termes raciaux, etc. Or, en fait, ce qu'a dit la marche des fiertés à Saint-Denis, c'est non pas qu'il y aurait une exception des banlieues, que les banlieues seraient un lieu terrible pour les homosexuels, mais que dans les banlieues aussi, il y a de l'homophobie. Donc, il ne s'agit pas d'opposer nous à eux, mais au contraire de rappeler que l'homophobie, ça continue de traverser nos sociétés parce que c'est un langage politique pour critiquer le monde tel qu'il va. Mais alors, justement, qu'en est-il selon vous? Parce que vous êtes, par exemple, exprimé, Éric Fassin, sur la peur des musulmans, je vous cite, qui serait emblématique du vote gay en faveur du FN. Aujourd'hui, donc, le Rassemblement national. Que pensez-vous de ces associations qui sont faites?
Alors effectivement, il y a depuis les années 2000 un courant politique qui a d'abord émergé aux Pays-Bas avec la figure de Pim Fortuyn, qui a ensuite été assassiné et qui revendiquait son homosexualité contre l'islam, contre les musulmans, contre les immigrés. Autrement dit, son argument politique, c'était une sorte de nouveau populisme, un nouveau nationalisme sexuel qui mettait en avant l'idée que nous sommes du côté de l'émancipation, nous les Néerlandais en l'occurrence, et que eux, les musulmans, les immigrés, sont archaïques, sont homophobes, etc. Et la liberté sexuelle devenait la justification pour refuser les musulmans. Il y avait eu d'ailleurs des expressions très brutales pour dire que l'islam l'empêchait, et le terme qu'il utilisait était plus violent, de faire l'amour avec des jeunes marocains. Donc ça voulait dire liberté sexuelle contre l'égalité entre les Néerlandais d'origine étrangère et les Néerlandais, entre guillemets, de souche. On voit bien que là, il y a un discours qui va jouer un rôle très important, qu'on appelle l'homonationalisme. L'homonationalisme, c'est quoi? Eh bien, c'est l'instrumentalisation de la revendication des droits d'une minorité, en l'occurrence une minorité sexuelle, contre les droits de minorités, en l'occurrence de minorités raciales, de jouer les uns contre les autres. Et c'est ça aujourd'hui qui est remis en cause, par exemple à Saint-Denis, mais par exemple, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup des batailles politiques aujourd'hui. Est-ce qu'on va accepter l'idée que l'homophobie, c'est les autres ou pas? Alors souvent, le distinguo est fait entre les musulmans, qui eux, évidemment, représentent des opinions très diverses, et l'islam, ou en tout cas la manière dont celui-ci est interprété, puisque il y a effectivement de l'homophobie au Brésil, en Pologne et aussi en Arabie Saoudite, ainsi que dans d'autres pays, je ne vais pas tous les citer, mais là où les homosexuels sont pendus, tués, c'est en Arabie Saoudite, en Tchétchénie, bref, ça n'est pas en Pologne ou au Brésil. Alors, je crois que, de ce point de vue, c'est pas une question, encore une fois, d'islam, c'est une question d'islam politique. Oui, d'interprétation. D'islam politique. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où c'est un discours politique construit. Parce qu'en pratique, l'islam, comme le catholicisme, comme le reste, ça peut prendre des formes très différentes. Donc, en fait, il est très important de ne pas réduire la définition de l'islam à ce qu'en font les théocraties. Parce que sinon, ça veut dire qu'elles ont gagné leur bataille pour la définition de l'islam. Donc je crois que c'est important de ne pas, en quelque sorte, couper le pied, couper l'herbe sous le pied de ceux qui veulent faire entendre autre chose. Éric Fassin, sociologue, professeur à l'université de Paris 8, votre dernier livre porte sur le populisme. Le grand ressentiment aux éditions textuelles. On va continuer à